Et si la simple inclinaison de notre menton, là, en ce moment même, était en train de modifier la chimie de notre sang, Ah, ça, c'est la grande question. de réduire la taille de notre ego et même, enfin, d'altérer notre perception du temps. Je veux dire, ça ressemble carrément à de la science-fiction, mais c'est pourtant une réalité biologique démontrée. C'est un mécanisme tout à fait fascinant, oui. En fait, nous possédons tous, au sein de notre système nerveux, un interrupteur neurochimique d'une puissance redoutable. Et c'est tellement accessible, c'est ça qui est dingue. Mais complètement, l'action nécessaire pour l'activer se résume à un geste physique d'une grande banalité, le simple fait de lever les yeux au ciel. C'est exactement l'objet de notre exploration d'aujourd'hui. Notre mission, en fait, en plongeant dans la montagne de sources qu'on a rassemblées pour cette analyse, c'est de comprendre que l'architecture monumentale n'a jamais été une simple question d'esthétique. Non, ni d'ingénierie pure, d'ailleurs. Voilà. C'est une véritable technologie de l'esprit. Les documents qu'on va aborder croisent l'histoire, l'architecture et la neurobiologie pure et nous montrent que depuis des millénaires, les bâtisseurs piratent littéralement notre cerveau. Le terme piratage est vraiment approprié. Hmm. Et on va examiner comment cette mécanique a été exploitée, des rois achéménides de la Perse antique jusqu'aux architectes des grandes cathédrales gothiques. Mais bon, décortiquons un peu tout ça avant de voyager dans le temps. Biologiquement, il se passe quoi quand on lève la tête? Alors, pour bien saisir ce phénomène, il faut d'abord observer l'évolution de notre système visuel et cognitif. En gros, notre cerveau a divisé notre champ d'interaction avec le monde en deux zones de traitement très distinctes. D'accord. La première, c'est ce que les neurologues appellent l'espace péripersonnel. C'est l'espace immédiat, Ce qui est à portée de main, en gros. exactement à portée de main. Historiquement, et du point de vue de l'évolution de notre espèce, regarder vers le bas dans cet espace péripersonnel, ça correspondait à des actions de survie immédiates. Genre chercher à manger. C'est ça. Cueillir des baies, manipuler des outils, ou surveiller le sol pour éviter un prédateur comme un serpent par exemple. Donc on est sur une attention hyper focalisée sur le présent, sur l'action physique ultra concrète. Précisément. Et ce système, il est géré par notre réseau cholinergique. Ok. C'est un réseau de concentration fermé. Le problème, c'est que lorsque ce réseau cholinergique est sollicité en permanence ou surstimulé, il entraîne biologiquement un rétrécissement de notre champ mental. Ah oui, je vois. Sur le plan émotionnel, c'est d'ailleurs associé à la mélancolie, à l'anxiété et au repli sur soi. Mais du coup, ça donne une résonance littérale et enfin complètement biologique à des expressions qu'on utilise tous les jours. Quand on dit se sentir down, vers le bas, avoir le moral à zéro ou être abattu, on décrit en fait un état où l'on est chimiquement enfermé dans ce réseau cholinergique. C'est tout à fait ça, oui. Mais heureusement, il y a un basculement possible. Le fameux interrupteur. Voilà. Dès que nous relevons la tête, au-delà de notre portée immédiate, nous entrons dans ce qu'on appelle l'espace extrapersonnel. Et là, le cerveau opère un transfert vers une chimie totalement différente. Le réseau dopaminergique. Exactement. Si le regard vers le bas servait à éviter un serpent à nos pieds, le regard vers le haut ou vers l'horizon lointain servait à scruter la météo, à observer les étoiles pour naviguer. Ou repérer des proies au loin. Tout à fait. Donc on passe vraiment de la survie immédiate à l'anticipation. Ce qui est intéressant, c'est que la dopamine n'est pas juste la molécule du plaisir éphémère ou de la récompense immédiate comme on a souvent l'habitude de le lire un peu partout. Ah non, pas du tout. Dans ce circuit précis, la dopamine, c'est le moteur de la planification à long terme, de la pensée abstraite, de l'imagination et de la créativité. C'est fou. Et c'est d'ailleurs ce même réseau neuronal qui s'illumine de manière très intense lors des états de méditation profonde, d'extase religieuse ou de transcendance. Lever les yeux force une véritable flexibilité cognitive. Ce qui nous amène à ce concept clé qui revient tout le temps dans nos sources, le sentiment d'awe. L'émerveillement profond. L'émerveillement, voilà. Et les documents détaillent ce processus en 3 étapes bien distinctes. La première, c'est la vastness, donc l'immensité. On parle de cette confrontation soudaine avec une échelle physique ou conceptuelle tellement gigantesque qu'elle nous écrase complètement. C'est le point de départ indispensable, oui. Face à cette immensité, le cerveau subit un véritable choc cognitif. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, qui est sans doute la plus cruciale. L'accommodation, l'adaptation. C'est ça. Face à un édifice titanesque ou un ciel étoilé, nos schémas mentaux habituels se révèlent soudainement insuffisants pour traiter le volume d'informations. Le cerveau se retrouve dans l'incapacité totale d'utiliser ses grilles de lecture du quotidien. En gros, il doit procéder à une sorte de mise à jour forcée de son propre logiciel de perception, juste parce que la donnée entrante est trop volumineuse à gérer. C'est une excellente analogie. Et c'est précisément cet effort de restructuration mentale qui déclenche la troisième étape,
the small self. La diminution de l'ego. Voilà. En s'élargissant pour intégrer l'immensité du monde extérieur, l'importance accordée à soi-même se réduit proportionnellement. L'ego rétrécit. Ce qui semble effrayant dit comme ça. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que cette dissolution de l'importance personnelle ne crée pas de la détresse. Au contraire, ça favorise un sentiment intense de connexion avec le grand tout, avec le reste de l'humanité, l'univers. Bon, je comprends tout à fait le principe psychologique et philosophique de l'émerveillement, c'est super clair. Mais en lisant nos documents de recherche, je dois avouer qu'il y a un point précis où je reste un peu sceptique. Ah, lequel? Les études neurobiologiques mentionnent des effets physiologiques concrets. On parle d'une baisse mesurable de l'interleukine 6 dans le sang. Attendez, vous voulez dire que regarder un grand bâtiment peut littéralement changer notre biologie sanguine? Je veux dire, quel est le pont physique entre l'œil et le sang ici? C'est une excellente question. Et c'est vraiment la question centrale. Ce qui est fascinant ici, c'est que le pont physique, c'est le système nerveux autonome. Ok. Et plus particulièrement le nerf vague. L'interleukine 6, en fait, c'est une cytokine. C'est un marqueur pro-inflammatoire qui est sécrété en grande partie lorsque notre corps est en état de stress prolongé. Exactement. Or, l'expérience de l'immensité, en forçant le cerveau à sortir de ce réseau cholinergique anxieux pour entrer dans le réseau dopaminergique de l'espace extrapersonnel, désactive purement et simplement l'alarme de survie. Ah, d'accord. Le corps comprend qu'il n'y a pas de menace immédiate à ses pieds, donc il baisse la garde. C'est exactement ça. Le tonus vagal augmente, ce qui signale au système immunitaire qu'il n'a plus du tout besoin de produire ces fameux marqueurs inflammatoires défensifs. C'est incroyable. Donc ce n'est pas la pierre du bâtiment qui guérit, hein? Non, bien sûr. C'est le changement de posture et de perspective visuelle qui reprogramme notre réponse au stress. Et les bénéfices vont bien au-delà de l'immunité, d'ailleurs. La restructuration cognitive dont on parlait, elle dilate également notre perception du temps. On a l'impression d'avoir plus de temps devant nous. Sous l'effet de l'émerveillement, oui. Et sur le plan comportemental, les études montrent une hausse très nette de l'altruisme et de la coopération. C'est une véritable faille dans notre système d'exploitation biologique. En fait, si on force le regard d'un être humain vers le haut, on obtient quelqu'un de moins stressé, avec un ego réduit, beaucoup plus réceptif à un récit global et qui se sent connecté à plus grand que lui. Tout à fait. Et si cette faille biologique existe, celui qui parvient à la comprendre et à l'instrumentaliser détient une arme politique d'une efficacité redoutable. Une vraie manipulation de masse. C'est ce que nous montre l'histoire antique de manière spectaculaire. Ce qui nous amène à notre première étude de cas historique. Parce que si on cherche qui a militarisé cette neurobiologie en premier, les sources nous dirigent tout droit vers le vaste empire achéménide, en Perse antique, il y a 2 millénaires et demi. La stratégie employée ici, elle est décrite comme la logique de l'inaccessibilité, ou le modèle du roc. Oui, prenons l'exemple majeur de cette époque, commandité par le roi Darius Ier, la fameuse inscription de Behistun. Sur les flancs du mont Zagros, Exactement. On parle d'un bas-relief colossal, 15 mètres de haut sur 25 mètres de large. Ça illustre Darius écrasant son rival Gaomata, et c'est sculpté à même une falaise abrupte. à plus de 50 mètres au-dessus du sol. Voilà, c'est vertigineux. 50 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Et pour garantir que le message soit universel dans un empire multiethnique géant, le texte relatant cette victoire a été gravé en 3 langues, vieux perse, élamite et babylonien. Mais il y a un détail logistique vraiment intrigant dans nos notes de recherche concernant ce monument. Vous pensez aux escaliers? Mais oui, pour réaliser une prouesse pareille, les artisans ont dû tailler des escaliers et des corniches considérables dans la montagne. Sauf que, une fois les travaux terminés, Darius a ordonné la destruction totale de ces voies d'accès. Jusqu'à la dernière pierre. Quelle est la rationalité derrière la destruction de sa propre infrastructure? C'est complètement contre-intuitif. Ça semble insensé, oui, si l'on pense en termes de communication moderne. Mais c'est d'une logique implacable du point de vue de la souveraineté absolue. Comment ça? Eh bien, ce monument n'a pas été conçu comme un panneau d'affichage public ou une place d'échange. Il s'agit d'un rapport cosmique gravé dans la roche, adressé non pas aux passants, mais à la divinité suprême, Ahura Mazda. Ah, d'accord. On voit d'ailleurs le symbole de cette divinité, le Faravar, flotter au-dessus de la figure de Darius. Le but n'est donc pas du tout que le peuple vienne lire les détails du texte de près. Le message, c'est la distance elle-même. C'est exactement le cœur du modèle du roc. La souveraineté absolue exige une séparation absolue. La hauteur protège le message,
pour l'éternité, et s'assure qu'aucun ennemi humain ne puisse jamais altérer, effacer ou marteler cette démonstration de puissance. C'est inatteignable. Et surtout, elle impose la fameuse Vastness, la première étape de l'émerveillement dont on parlait, en écrasant littéralement et physiquement l'observateur resté au sol. Et nos sources montrent que les rois perses ont importé cette topographie intimidante à l'intérieur même de leur palais. L'exemple de Persépolis et de sa gigantesque salle d'audience, la Padana, est super clair là-dessus. Oui, l'Apadana est un cas d'école. Comment on gère les émissaires de 23 provinces soumises, qui ne parlent même pas la même langue, pour s'assurer de leur obéissance totale? Eh bien, on utilise l'architecture comme outil de domination psychologique. Cela soulève une question importante sur la façon dont l'architecture dicte notre physiologie. L'Apadana était conçue spécifiquement pour manipuler le corps des visiteurs. Les plafonds étaient surélevés par des colonnes colossales. Des arbres de pierre, quasiment. C'est ça. Et les reliefs majeurs, les figures d'autorité, étaient placés très en hauteur. L'émissaire étranger, lorsqu'il pénétrait dans cet espace immense pour payer son tribut, n'avait pas d'autre choix que d'étirer le cou à l'extrême, de renverser la tête en arrière pour observer les symboles du pouvoir. C'est fascinant parce que, au lieu de forcer l'individu à s'agenouiller ou à se prosterner vers le bas pour marquer la soumission, Ce qui le maintiendrait dans l'espace péripersonnel cholinergique d'ailleurs. exactement, au lieu de ça, on force son regard vers le haut. C'est l'inverse de l'agenouillement. On provoque artificiellement le small self, la réduction de l'ego. L'individu se sent physiquement insignifiant face à la verticalité de l'empire. L'architecture achéménide, c'est vraiment une pétrification de la hiérarchie sociale et divine. Elle induit un réflexe physiologique d'écrasement. Le pouvoir s'exprime par la distance infranchissable qu'il met entre lui et le sujet. Et cette logique de l'intimidation verticale, elle a dominé pendant des siècles. Mais bon, les documents mettent en évidence un saut conceptuel majeur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le grand basculement. Voilà, un vrai changement de paradigme qui survient beaucoup plus tard, en Europe occidentale, au Moyen-Âge. Avec l'avènement de l'architecture chrétienne, et particulièrement des cathédrales gothiques, on observe une subversion totale de cette biologie de l'élévation. On abandonne le modèle du roc, dont on vient de parler, pour passer à ce qu'on pourrait appeler l'anatomie de l'élévation ou le modèle de la lumière. Le contraste est saisissant. Dans le modèle perse, la hauteur servait à exclure et à écraser. Dans le modèle de la cathédrale gothique, l'intention théologique est diamétralement opposée. C'est-à-dire? La hauteur ici sert à inclure, à aspirer le croyant vers le haut. Ce n'est plus le poids de la pierre qui domine l'esprit, c'est l'esprit qui est invité à s'élever avec la pierre. Nos sources techniques expliquent que ça a nécessité de réinventer les lois même de l'ingénierie. Complètement. Comment ça marche concrètement? On parle beaucoup du rôle fondamental de l'arc brisé par rapport à ce qui se faisait dans l'architecture romane. En quoi cette innovation architecturelle-là précise est-elle un outil de neuropiratage? Il faut regarder la physique des forces pour comprendre. L'architecture romane qui précédait le gothique utilisait l'arc en plein cintre. Un arc parfaitement rond. C'est ça. Le problème de cette forme géométrique, c'est qu'elle pousse le poids des lourdes voûtes vers l'extérieur. Pour empêcher le bâtiment de s'effondrer, il fallait donc construire des murs latéraux d'une épaisseur massive. Des murs quasiment aveugles, avec des toutes petites meurtrières. Oui. Et le sentiment induit, inévitablement, c'était celui de la lourdeur, de la fortification. C'était une architecture d'ancrage terrestre et de protection physique. Alors que l'arc brisé, cette voûte en forme de pointe, typique du gothique qu'on connaît tous, ça change la direction des forces. Exactement. L'arc brisé dirige la poussée du poids non plus vers l'extérieur, mais de manière beaucoup plus verticale, directement vers le sol, à travers de fins piliers et bien sûr, les fameux arcs-boutants à l'extérieur. Et donc, le mur perd sa fonction porteuse. C'est la clé. Et c'est là qu'opère la magie psychologique. Puisque le mur n'a plus besoin d'être un bloc de pierre épais pour tenir le plafond, on peut le dissoudre. On l'évite presque totalement pour y insérer d'immenses surfaces de verre. L'apparition des vitraux monumentaux. On transforme complètement la perception physique de la masse en une perception lumineuse. Le fidèle entre, il lève les yeux, Et hop, activation du circuit dopaminergique. c'est ça. Et au lieu de voir une paroi rocheuse infranchissable comme chez les Perses, il voit une structure qui semble presque dénuée de poids, baignée par ce qui était perçu, à l'époque, comme la présence littérale de la lumière divine. C'est une prouesse d'ingénierie incroyable mise au service d'une intention didactique pure. Mes concepteurs comprenaient, même sans connaître les neurosciences, que l'élévation du regard transformait l'état de conscience. Et ils ont utilisé tous les moyens sensoriels à leur disposition. La verticalité visuelle à l'intérieur, bien sûr, mais aussi la verticalité acoustique à l'extérieur. Ah oui, avec les flashs et les clochers.
C'est un point très intéressant des documents, ça d'ailleurs. Les clochers n'avaient pas qu'une fonction de repère visuel dans le paysage. Loin de là. Le son des cloches, tombant du ciel, ça structurait le temps de toute la communauté alentour, mais ça servait aussi de bouclier psychologique. La population croyait fermement que ces ondes sonores purifiaient l'air et repoussaient ce qu'on appelait les démons de l'atmosphère. Tout convergeait vers cette volonté d'élévation morale et de protection céleste. Et l'exemple le plus frappant de cette fusion entre la forme et la fonction didactique, on le trouve dans la sculpture gothique. La fameuse Bible de pierre. Oui. Si l'on observe les statues qui encadrent les portails d'entrée, comme à la cathédrale de Chartres par exemple, on remarque que l'anatomie des personnages bibliques est délibérément faussée. Elles sont anormalement longilignes. Les corps sont étirés vers le haut d'une manière presque, irréelle, quoi. Ce n'est pas une maladresse anatomique, c'est un calcul optique très précis. Les sculpteurs ont conçu ces formes pour agir comme des vecteurs directeurs. Des flèches visuelles. Par ces figures, et il est mécaniquement entraîné à glisser le long de ses corps étirés, vers le ciel, puis vers le tympan de la porte, et enfin vers les flèches du bâtiment. C'est brillant. Dans une société médiévale largement analphabète, on ne pouvait pas distribuer des traités de théologie pour expliquer le concept abstrait du salut de l'âme. C'était impossible. L'architecture assumait donc ce rôle. Le fait de forcer mécaniquement le corps et les yeux à s'élever devenait la métaphore littérale du chemin vers le paradis. En déclenchant biologiquement le sentiment d'Yahweh, on ancrait physiologiquement la doctrine religieuse. C'est dingue. Et si l'on relie cela à une vision plus globale, en faisant la synthèse de ces deux grandes périodes historiques, nous constatons que l'humanité a développé deux logiques d'ingénierie de l'esprit très différentes. D'un côté les Perses, de l'autre le Moyen-Âge. Voilà, le modèle achéménide est statique. Il fige une réalité politique pour toujours. Il utilise la hauteur pour exclure l'observateur et glorifier exclusivement un pouvoir central lointain. Ok. À l'inverse, le modèle chrétien gothique est dynamique. Il est conçu comme un processus de transformation pour le croyant. Il utilise la hauteur pour l'inclure dans un récit céleste commun. Mais dans les deux cas, la conclusion est identique. La dimension verticale, c'est vraiment le moyen le plus sûr de briser la condition horizontale humaine et d'activer cet état de réceptivité intense de notre cerveau. Exactement. Et c'est ce constat unanime qui nous ramène violemment à notre époque actuelle. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Parce qu'on ne construit plus de palais sur des falaises, ni de cathédrales pour structurer nos villes. Non, en effet. Les sources analysent la situation contemporaine en parlant d'un déficit moderne, et la façon dont on a reconfiguré notre environnement quotidien ces 20 dernières années, ça semble aller à l'encontre totale de la mécanique biologique de l'émerveillement qu'on vient de décrire. C'est un vrai problème de santé publique. Nous vivons ce que les documents qualifient d'ère du péripersonnel, et c'est une rupture anthropologique majeure. Jamais on n'a été aussi confiné. Jamais dans l'histoire humaine, l'espace d'interaction visuelle n'a été aussi drastiquement restreint. Pensez à l'ergonomie de nos vies modernes. Nous marchons dans des couloirs étroits, nous travaillons assis face à des écrans d'ordinateur à 50 cm de nos yeux. Et surtout, on passe des heures entières avec la nuque courbée vers le bas, les yeux rivés sur la surface de verre d'un smartphone. C'est ça. On ramène constamment notre attention à l'espace de nos mains. Et biologiquement, si l'on suit le raisonnement du début de notre discussion, cela signifie que nous vivons dans un état de stimulation chronique du réseau cholinergique. On se maintient artificiellement dans ce mode archaïque de recherche de nourriture au sol, une hyperconcentration fermée qui est associée, on le disait, à l'action immédiate, mais aussi à la mélancolie et à l'anxiété. C'est un point critique. Le rétrécissement mécanique de nos horizons visuels engendre biologiquement un rétrécissement de nos horizons mentaux. C'est effrayant quand on y pense. La surcharge de l'espace péripersonnel nous prive des fameuses décharges de dopamine liées à l'espace extrapersonnel, ce qui diminue notre capacité à planifier le futur avec optimisme ou à ressentir cette fameuse connexion au grand tout, l'émerveillement. Ce qui transforme le fait de lever les yeux en une véritable nécessité neurobiologique. Je lisais dans les sources cette expression anglaise « things are looking up ». Les choses s'améliorent. Littéralement, les choses regardent vers le haut. Ça prend un sens purement clinique en fait. S'arrêter en marchant pour regarder la cime des arbres, s'attarder sur la façade d'un immeuble ou juste contempler les nuages, c'est plus juste une attitude de poète. C'est un acte de physiologie préventive. Absolument. C'est purger son système nerveux de l'excès de signaux inflammatoires. C'est la leçon fondamentale de l'évolution de la neurobiologie du regard. L'architecture physique des monuments antiques et médiévaux,
était une thérapie cognitive à grande échelle avant l'heure. Elle forçait l'individu à s'extraire de l'urgence de l'immédiat pour embrasser le vaste et le complexe. Mais du coup, ça soulève une réflexion finale particulièrement troublante que j'aimerais qu'on aborde. Nos sources se concentrent sur l'architecture physique, la pierre, le verre. Mais qu'en est-il de l'architecture numérique? Ah, la fameuse Silicon Valley. Oui, parce que si les bâtisseurs de cathédrales avaient compris comment manipuler notre regard pour élever notre esprit, on a l'impression que les ingénieurs de la tech ont compris exactement l'inverse. C'est une inversion totale du modèle. Les algorithmes modernes, le design des interfaces et le fameux principe du fil d'actualité infini, Le infinite scroll, oui. ce sont des choix architecturaux méticuleusement calculés, non? C'est une architecture invisible, certes, mais dont la robustesse psychologique est équivalente à celle d'une forteresse médiévale. Le scroll infini mime parfaitement le comportement de recherche de baies de nos ancêtres, là, par terre, Ça maintient nos yeux vers le bas. en permanence. Et ça enferme notre neurobiologie dans une boucle cholinergique, ultra-anxiogène, à la recherche perpétuelle d'une micro-récompense qui finalement n'arrive jamais véritablement. Donc on a remplacé l'immensité de la voûte céleste qui dilatait le temps et réduisait l'ego par un espace clos, plat et horizontal. Un espace qui, au contraire, compresse le temps et hypertrophie l'ego par l'exposition constante à soi-même et aux réactions immédiates. Les bâtisseurs du passé concevaient des murs pour nous faire lever la tête. Les bâtisseurs d'aujourd'hui, eux, conçoivent des murs numériques pour s'assurer que notre menton reste inexorablement baissé vers notre poitrine. Et cette architecture de l'attention soulève une question vraiment vertigineuse pour notre avenir collectif. Si l'expérience prolongée de l'émerveillement était essentielle pour générer de l'empathie, de l'altruisme et une pensée de long terme. Que devient une société qui se coupe volontairement de l'axe vertical? Voilà. C'est une perspective qui donne de la matière à réflexion pour tout le monde. Au début de notre discussion, on évoquait le fait d'allumer un interrupteur au mur sans y penser. Eh bien, il semble que l'interrupteur le plus puissant de notre conscience humaine ne se trouve pas sous notre index, sur un écran rétroéclairé, mais juste là, au-dessus de nos têtes. Il est toujours là. La mécanique biologique est intacte, héritée de millions d'années d'évolution. Il ne nous reste plus, au fond, qu'à réapprendre à lever les yeux. L'exploration de ces formidables mécanismes s'achève ici pour aujourd'hui, mais la conversation et la réflexion, elles, continuent de votre côté. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.